Nous sommes en direct de Saint-Pétersbourg du côté de la Russie dans le cadre de ce deuxième sommet Russie-Afrique. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir ici sur ce plateau celui qu'on présente comme le président de la Ligue panafricaniste ou encore ailleurs, un révolutionnaire. Monsieur Ngo Tshibiranza, bonsoir ou bonjour, merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend du fuseau horaire, mais je dirais mes salutations à toi, chère sœur, parce que aujourd'hui j'ai envie de te dire sœur, et j'espère que tu te portes bien. Je te remercie pour l'invitation sur For You Media, c'est la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière et que je ne serai pas boycotté après. Nous l'espérons et vous n'avez jamais été boycotté. Alors, Monsieur Béranzé, on va commencer notre entretien. On vous retrouve ici dans le cadre de ce sommet, un second du genre, justement, entre l'Afrique et la Russie. Pourquoi, selon vous, cet intérêt, on va le dire, russe pour l'Afrique? Mais vous savez, il ne faut pas non plus se voiler complètement la face, même si la Russie est aujourd'hui un partenaire fiable des pays africains. J'aime bien dire les pays africains pour ne pas dire l'Afrique, parce que l'Afrique c'est un continent. Vous savez, les pays d'Afrique ou le continent africain aujourd'hui, disons que l'Afrique est le continent d'avenir. Aujourd'hui, sur le plan international, on voit ce qui se passe sur le plan géopolitique, sur la politique internationale, la situation, l'Occident contre la Russie, etc. Il y a l'Amérique latine aussi qui est effectivement qui rentre aussi en jeu. Qui rentre en jeu, qui a toujours été dans la lutte anti-impérialiste, mais on va dire l'intéressement de la Russie à l'Afrique ne date pas d'hier non plus. Il ne faut pas non plus qu'on se voile la face là-dessus. La Russie a toujours été aux côtés des pays africains, mais c'est vrai qu'il fut un moment où elle était obligée de faire une pause pour régler ses problèmes antérieurs. D'accord. Ensuite, elle est revenue auprès de ses partenaires historiques, et il y a maintenant des nouveaux partenaires aussi qui sont arrivés comme la Centrafrique et d'autres pays. Le Mali. Non, le Mali, ça a toujours, le Mali sous Modibo Keïta, il y a toujours un lien entre le Mali et la Russie. Ça ne date pas du tout de 2020. Donc aujourd'hui, l'engouement qu'on voit autour de tout ça, c'est tout simplement parce que quand dans un monde, on met quelques-uns sur le côté parce qu'on veut les dominer, finalement, c'est ce qu'on appelle, on peut dire un peu, la globalisation du Sud globalisé avec la Russie, etc., qui sont maintenant en train de s'articuler, comme ils disent au Venezuela, l'articulation des luttes entre l'Afrique et la Russie contre l'hégémonie occidentale impérialiste de la France et alliés, etc. Oui. Alors, c'est un sommet, on a vu justement dans le cadre de cette rencontre la présence de certains dirigeants africains, on va dire des nouveaux dirigeants entre autres de la transition, parce qu'on rappelle qu'il y a eu un sommet à États-Unis-Afrique il y a seulement quelques mois et ces derniers ont été exclus. Par contre, ici, ils sont invités. Qu'est-ce que cela traduit dans la géopolitique? Cela traduit tout simplement dans la géopolitique qu'il y a une guerre aujourd'hui entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. D'accord? Et on voit qu'à travers ces deux blocs, les États-Unis, ou ce qu'on peut appeler l'axe du mal et l'axe du bien. L'axe du bien défini comme toujours par les États-Unis, alors que ce sont les pires sur cette planète. Le vrai danger de la Terre, c'est les États-Unis, mais puisqu'ils se définissent comme l'axe du bien et la Russie l'axe du mal. Donc tous les pays partenaires de la Russie, automatiquement, sont mis dans cette case-là. D'accord? Parce que l'objectif des États-Unis, c'est de faire peser la balance. C'est-à-dire la balance, elle est comme ça. Eux, ils se disent l'axe du bien, la Russie l'axe du mal. L'objectif est de toujours faire en sorte que la balance reste toujours comme ça. Mais dès qu'il y a des pays qui arrivent et ça commence à aller comme ça, ça menace pour toujours rester comme ça. Mais
les gens doivent comprendre qu'avec ce sommet qui s'est déroulé ici à Saint-Pétersbourg et la réunion des BRICS qui arrive en août, au mois d'août, du côté de l'Afrique du Sud, il y a un changement, c'est le début historique d'un changement d'ordre mondial qui s'annonce après ce sommet que peut-être les Africains ne sont pas en train de voir, mais que nous autres, nous voyons déjà ce qui va se passer. Mais est-ce que ça ne donne pas raison aussi dans une certaine mesure à ceux-là qui estiment qu'on quitte un maître pour un autre? Vous savez, moi spécialement, je ne suis esclave de personne. Celui qui pense qu'il quitte un maître pour un autre maître, c'est parce que dans sa tête, il se sent esclave. Je suis un homme libre. Personne ne peut me rendre esclave. Je vais avec qui je veux. Quand la France devient une colonie américaine, on ne dit pas partout que les Français ont quitté un maître pour aller prendre un autre maître. Et après tout, je tiens à le rappeler, ceux qui disent qu'on quitte un maître pour un autre maître, eux-mêmes, ils sont en partenariat avec la Russie, malgré la guerre. Les États-Unis ont des coopérations bilatérales avec la Russie. Ils maintiennent leurs liens. Pourquoi les États-Unis ne coupent pas leurs relations avec la Russie? Malgré le conflit, ça achète toujours de l'hydrocarbure de la Russie. Donc, cette rhétorique qui consiste à dire aux Africains, vous quittez un maître pour un autre maître, c'est une façon de les bloquer, de les rendre complexés. C'est comme dire toujours, oui, l'émotion est nègre. Vous voyez? Et donc, ça empêche. Je suis désolé. L'émotion fait partie de l'être humain et encore heureux que nous... C'est ça la différence avec les autres. Donc, pour parler de ça, non, on ne quitte pas un maître pour un autre maître. Si demain la Russie ne nous respecte pas, si demain qui que ce soit avec qui nous sommes en partenariat ne respecte pas les Africains, de la même manière où nous sommes en train de combattre l'impérialisme français, c'est la même façon, avec la même énergie que nous allons combattre la Russie. Mais pour le moment, la Russie, depuis le début qu'elle a posé les pieds en tant que partenaire en Afrique, démontre au peuple africain et à ses partenaires la qualité de son partenariat. Vous voyez, elle n'est pas occupée, focalisée à pointer du doigt en disant parce que le Mali est partenaire avec moi, le Mali ne peut pas parler avec les États-Unis. Non, la Russie ne s'occupe pas de ça. Elle s'occupe à fournir la qualité en matière de coopération. Et nous invitons les autres à faire de même. Si eux, ils ont le droit d'aller voir tout le monde, nous avons aussi le droit d'aller voir avec qui on se sent. C'est comme vous avez un médecin. Si votre médecin traitant ne vous traite pas correctement, mais vous allez vous changer de médecin s'il ne diagnostique pas les maux que vous avez. Et ça se propage. Qu'est-ce que vous faites? Tu continues de rester avec lui parce que, soi-disant, c'est un médecin que tout le monde dit, mais ta maladie, il ne te le soigne pas. Tu vas voir un autre médecin. C'est la même chose avec les Africains. Nous sommes libres et nous ne sommes pas des esclaves et on ne quitte pas un maître pour un autre maître. La France n'a jamais été un partenaire. La France est un pays qui a envahi l'Afrique. La France est un pays... qui occupe les terres africaines, un pays colonialiste, terroriste, négrier. Il y a une différence. La Russie n'a pas pour ambition de venir occuper l'Afrique. Elle n'a pas besoin des ressources africaines puisqu'elle a tout ce que nous possédons. La Russie les a. Mais après, il faut quand même une contrepartie parce qu'on voit la Russie justement dans les États africains sur le plan surtout sécuritaire, même si avec le discours du président Poutine, on a vu qu'il va élargir justement cette coopération avec les États africains. Alors, est-ce que la Russie le fait? Voilà, parce que c'est la Russie, la Sainte Russie. On peut penser qu'il doit avoir quand même voilà, un retour. Et l'Afrique offre quoi? L'Afrique offre ses richesses. Mais bien sûr, mais l'Afrique offre ses richesses. Alors imaginons, je vais répondre là à cette rhétorique. L'Afrique offre ses richesses. Alors dans ce cas-là, je dirais que l'Afrique choisit à qui offrir ses richesses. Et non, on ne pille pas les richesses de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'offre pas ses richesses à la France. La France, elle pille les richesses de l'Afrique. Alors si l'Afrique décide maintenant d'offrir ses richesses à quelqu'un, c'est parce que cette personne fournit un service. Et c'est tout à fait normal que, vous savez, la Russie, rien n'est gratuit dans la vie, hein. Rien n'est gratuit. Donc si la Russie fournit des armes ou fournit des conseils sur le plan sécuritaire, c'est normal. En consulting, ça se paye. Vous travaillez, on vous paye. Qui travaille gratuitement? Personne ne travaille gratuitement. Mais c'est pour dire que la Russie n'a pas besoin forcément de nos richesses pour exister. Mais si elle fait un travail, c'est normal qu'elle soit payée. Vous comprenez ou pas? Payée à sa juste valeur.
et elle n'est pas en train de dire, par exemple, de s'en gérer. Et ce qui est bien avec la Russie, vous êtes partenaire avec la Russie, regardez bien, elle ne s'en gère pas dans les affaires intérieures du pays. C'est-à-dire que si X président est là, la Russie travaille avec. Si demain, un autre président est là, elle travaille, elle ne va pas dire « Ah non, parce que ce président... » Non, elle ne s'occupe pas des affaires intérieures des peuples. On l'a vu après au niveau du Conseil de sécurité, les pays qui ont d'ailleurs voté pour les sanctions, cela n'a pas empêché la Russie justement et je finis en disant aussi surtout parce que vous savez, aujourd'hui la Russie est dans une guerre géopolitique, hybride, militaire, et vaut mieux aussi avoir ceux que l'Occident a mis de côté en les considérant comme des indésirables, des parias, pour aussi former une force. Donc, si ces pays-là n'intéressent pas les autres, la Russie, elle va prendre les pays que les autres ne veulent pas et elle les pousse à grandir. Maintenant, c'est à nous aussi de nous responsabiliser. Ce qu'on comprend également, ce qu'on constate, c'est que les relations entre l'Afrique et la Russie, justement, semblent de plus en plus s'approfondir. On a toujours écouté ces discours. Il y a également les valeurs qui semblent, en tout cas, que sont partagées, les deux blocs. Surtout, on met l'accent sur la famille, on met l'accent sur la culture et la promotion, entre autres, de l'homosexualité, par exemple. Oui, effectivement, parce que il y a ces valeurs aussi qu'on retrouve en Afrique, c'est-à-dire la valeur familiale, le vivre ensemble, l'harmonie de la nature, parce que l'Africain n'est pas... vous savez, aujourd'hui, on parle d'écologie, mais c'est notre mode de vie qu'ils sont venus copier. On change de nom, on donne un autre nom et on revient nous le revendre. C'est comme on parle de globalisation, mais à l'époque, l'Égypte antique a régné sur le monde. Donc, si on retourne à l'époque de l'Égypte antique, on aurait pu dire globalisation. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On se retrouve dans ce que prône la Russie, c'est-à-dire la valeur familiale, etc. Parce qu'il y a une guerre contre le peuple africain qui consiste à réduire la natalité sur le continent africain et donc à travers les institutions de Bretton Woods comme le FMI, la Banque mondiale, le World Forum économique qui tiennent nos chefs d'État comme des marionnettes, comme des zinzins vassaux. Quand on leur donne un peu d'argent, on leur donne une feuille de route pour qu'ils appliquent cette feuille de route, la privatisation de l'économie, privatisation de l'éducation, privatisation de la santé, etc. Tout devient ultra-libéral et les populations souffrent énormément. Sauf que nous avons besoin de quoi? Une lutte révolutionnaire, anticapitaliste, d'accord, pour mieux contrôler nos richesses, mieux nous restructurer, pour mieux nous lever. Donc quand vous prenez par exemple aujourd'hui, on constate tous, je suis désolé de le dire, mais il y a un impérialisme gay, c'est ce que j'appelle l'impérialisme LGBT ou l'impérialisme homosexuel qu'on veut imposer aux Africains. Est-ce que ça c'est nos mœurs? Moi, je n'ai aucun problème. Bien sûr. Le problème, c'est le fait de vouloir l'imposer. Moi, que eux, ils aiment s'adonner à la sodomie, c'est leur droit. Moi, je vis en France. Jamais je ne vais ouvrir ma bouche pour dire « Ah non, pas d'homosexuel ». Parce que c'est leur culture. On est dans leur pays. Maintenant qu'ils viennent chez nous pour nous imposer ces valeurs-là que nous, on ne veut pas, qui détruisent nos familles, ben, je suis désolé, on doit dire non. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On n'a pas des chefs d'État capables de dire « Ces valeurs, on ne veut pas ». Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, regardez, Ouattara fait la promotion de l'homosexualité, pourtant il dit qu'il est musulman. Alors que normalement, dans le Coran, c'est une pratique qui n'est pas du tout autorisée. C'est très interdit. Donc, vous voyez, avec eux, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Donc en étant ici en Russie, je me sens plus à l'aise parce que ça prône la famille, un papa, une maman, des enfants, et non un papa, des enfants ou maman, etc. Encore une fois, on le répète, on n'est pas du tout... Attendez, je ne suis pas homophobe. Je suis homocritique. Ça veut dire que j'ai le droit de critiquer, mais je ne suis pas homophobe. C'est tout. Et on rappelle justement que la plupart des États africains condamnent
justement ces pratiques. Et ce qu'ils demandent, c'est justement le respect. Les menaces voilà. Parce que cela rentre dans le cadre des droits de l'homme. De droits de l'homme. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le droit de l'homme? Les droits de l'homme, c'est une magouille, ma chère. Qui a défini ces droits de l'homme? Ces règles qu'ils veulent qu'on respecte. Qui a pris le temps d'écrire ces règles? C'est encore eux. Ces frontières qu'ils veulent qu'on respecte. Qui a tracé ces frontières? C'est encore eux. Donc tout est biaisé. On ne peut pas venir nous parler l'Afrique survit. Et vous venez parler de droits de l'homme. Dans des pays où les gens n'ont même pas 50 centimes pour manger. Les gens cherchent pour leur ventre. On vient nous parler de droits de l'homme. Mais eux, ils ont déjà le ventre plein. Le ventre est déjà gros parce qu'ils pillent nos pays pour manger. Donc, laissez-nous définir nous-mêmes c'est quoi nos propres droits de l'homme et non les droits de l'homme définis par les Occidentaux. C'est ça. Alors, on est presque à la fin, Nguchi Birazin. Peut-être une dernière question aujourd'hui. Au regard de l'évolution géopolitique, les États africains également, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir en ce qui concerne l'avenir de l'Afrique? Peut-être le combat panafricaniste également peut jouer un rôle pour le développement et la souveraineté des Africains. Il y a de l'espoir et on commence déjà à voir les résultats. Cette lutte que nous faisons, ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants, les enfants de nos enfants. C'est eux qui récolteront les fruits. Nous, on se sacrifie pour que nos enfants ne deviennent pas des esclaves de quiconque demain. C'est pour ça que nous faisons cette lutte-là. Donc l'espoir est déjà là. On le voit au Mali, qui aurait cru qu'il y a 2 ans en arrière, un certain Assimi Goïta serait aujourd'hui à la tête de ce pays. Et je tiens à le rappeler que depuis Thomas Sankara jusqu'à maintenant, il n'y avait plus personne de son niveau. Assimi est rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a les Rawlings, il y a Sankara et aujourd'hui, il y a Assimi. On voit au Burkina ce que fait le camarade Ibé. On voit encore ce qui vient de se passer au Niger. Donc, justement, en parenthèse, que pensez-vous du coup d'État au Niger? C'est très bien que nous, on soutient parce que de toute façon, on avait déjà prévenu. Et donc, ils le savent. Et ils savent que ce n'est pas tombé du ciel ce qui s'est passé au Niger. Donc ça, on reviendra là-dessus un peu plus tard dans ton émission. Mais c'est pour dire que le changement est là. Et nous invitons les Africains à redoubler d'efforts, à s'engager encore un peu plus parce que la lutte anti-impérialiste, certes, peut-être, ça fait pas longtemps que les Africains le découvrent, mais en Amérique latine, ça fait déjà 150 ans qu'ils sont dans cette forme de lutte anti-impérialiste. Donc aujourd'hui, nous invitons la jeunesse africaine, les jeunes, les vieux, les vieillards, devenez des anti-impérialistes, défendez vos terres parce qu'une terre, ça ne se donne pas. Merci à vous, Nguchi Birazin. Merci beaucoup. Vous êtes activiste, président également de la Ligue panafricaniste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur For You Media dans le cadre de ce sommet Russie et Afrique, la 2e édition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.